Pierre Estany, dans ce périple que nous avons commencé avec vous, et autour de votre parcours dans l'histoire de l'art contemporain, vous nous avez d'abord parlé de votre rencontre avec Yves Klein en 1955, de l'importance de sa démarche dans la vision que vous commenciez de vous faire d'une expression artistique à cette époque en pleine reformulation. Vous nous avez raconté, avec votre précision et votre passion habituelle, comment cette interrogation prospective, que votre rencontre avec Yves Klein avait fait naître, ou avait éclairé, vous a amené à vous intéresser aux démarches singulières d'un certain nombre de jeunes artistes de l'époque, Armand, Ins, César, Spoeri, Rotella, Tinguely, Niki de Saint-Phal, artistes qui allaient former le noyau dur, en quelque sorte, de ce nouveau réalisme officiellement institué en 1960, dont vous avez été le prophète, le théoricien et le promoteur. Nous avons au passage évoqué la question centrale de la légitimité de toute reformulation de l'expression artistique à une époque donnée, sur laquelle nous reviendrons par la suite de notre entretien. Question résolue à votre sens par Marcel Duchamp en 1957 et qui pose comme légitime toute démarche artistique qui trouve l'adhésion du public à le reconnaître comme art. Vous avez ensuite mis en évidence la séparation opérationnelle de l'art depuis le premier ready-made de Duchamp, au début de ce siècle, dans deux sphères parallèles, la sphère esthétique, au sens classique du terme, l'art pour l'art en quelque sorte, et la sphère fonctionnelle, utilitaire et économique, dont l'investissement par la création artistique a été rendu possible à la fois par le processus industriel et par la légitimation de la valeur esthétique intrinsèque des matériaux et procédés utilisés par la machine industrielle. Dans ce contexte, le nouveau réalisme apparaît donc bien comme la réappropriation par la création artistique pure des valeurs esthétiques de l'objet industriel. En fait, on boucle la boucle. D'autant plus, et c'est ici que nous allons reprendre notre conversation, que dans le même temps, nous sommes au début des années 60, l'Amérique est en train d'inventer le pop art, sur lequel votre activité de théoricien va s'appliquer également, ce qui va contribuer à affirmer votre originalité de penseur transfrontière de l'art, puisque vous étiez un des premiers critiques français, en tout cas, à sortir des frontières françaises, et contribuer aussi à propulser les nouveaux réalistes sur le marché international. On en était donc là de notre débat, et vous nous racontiez les premiers contacts, en quelque sorte, officiels, en tout cas, avec les USA et le Japon. Je vous ai parlé de cette exposition des nouveaux réalistes Cécine et Janis en 1962, en octobre 1962 plus précisément, et je vous ai mentionné le fait que la réalité finale de l'exposition ne correspondait plus au projet initial et que le dialogue qui était présenté intéressait d'une part les nouveaux réalistes et quelques-uns de leurs compagnons européens, mais la contrepartie américaine était tout à fait différente. Elle n'était plus les néo-dada, Rauschenberg, Lester Jones, Stankiewicz ou Chamberlain, mais cette série-là qui, en l'espace de 2 ans, allait illustrer et incarner le pop art. C'est-à-dire Warhol, Liechtenstein, Klaus Oldenburg, Wesselmann et le grand sculpteur George Seo. Et j'ai compris très vite, et quand j'ai vu à mon retour du Japon l'exposition, que cette manifestation allait constituer comme un signal et, disons, une arme de guerre, un élément capital dans la stratégie du développement de la culture américaine. Vivre à New York en 1962 était extrêmement fascinant, parce qu'il s'y développait parallèlement à cette peinture nouvelle, au deuxième mainstream,
c'est-à-dire au deuxième courant dominant de l'école américaine d'après-guerre. Parallèlement donc à ce pop art qui n'avait pas encore son nom, les critiques d'art américains d'ailleurs hésitaient entre réalisme urbain, nouveau réalisme, etc. C'est qu'à partir de 1964 que le mot pop art, emprunté au critique anglais Holloway, qui avait baptisé de ce nom un certain groupe d'artistes de l'ICA à Londres, de l'Institute of Contemporary Art, qui s'intéressait justement à la réalité présente et qui était concentré autour d'Hamilton, David Hockney, Peter Blake, Peter Phillips, Alan Jones, etc. Joe Tison. Donc, parallèlement à ce pop art en formation, en cristallisation dans son émergence, New York était une ville extrêmement active, la fabrique de toute une série de formes d'art nouvelles qui allaient certainement dominer la recherche expressive pour plusieurs décennies à venir. C'est à ce moment-là que se sont créés, à partir de 59 exactement pour être plus précis, les happenings et les environnements d'Alan Caprow. C'est l'époque où John Cage est extrêmement actif, où les effets de sa théorie of inclusion, qui date de 1952 et qui tente à assimiler l'art à la vie et à donner à chaque manifestation de la vie réelle sa forme d'art, son droit à l'auto-expressivité artistique. C'est donc le moment où cette théorie porte ses fruits. Il ne faut pas oublier que John Cage a été un très grand professeur, que ce soit au Black Mountain College ou bien ensuite à la New York School for Social Research à New York, et que ses cours ont été vraiment très suivis. Rauschenberg a été son élève, Jasper Johns aussi, et beaucoup des futurs protagonistes de Fluxus. À la théorie of inclusion de John Cage vient s'ajouter toute la démarche analytique de George Bassionas qui s'incarne dans son concept des expanded arts. Devant ce courant irrésistible qui rapproche l'art de la vie, alors les différences académiques entre les différents genres de l'expressivité artistique n'existent plus. Elles éclatent sous ce grand courant, ce flux d'expansion. La peinture rejoint la sculpture rejoint l'installation et l'architecture, à ces phénomènes d'installation vient s'ajouter l'action humaine, les performances se rapprochent du théâtre, du psychodrame. La danse intervient par le biais de Merce Cunningham, qui a créé une compagnie de ballet extrêmement performante et extrêmement novatrice, autour justement de la direction musicale de John Cage, des grands interprètes comme David Tudor,
la direction artistique de la compagnie Merce Cunningham revient en un premier temps à Rauschenberg, qui sera relayé par la suite par Jasper Jones. Donc, New York fermente. C'est aussi le moment du théâtre spontané et direct de la Mama, qui est et de la Houghton School, qui sont des lieux, disons, privilégiés de Washington Square et du Village. C'est le moment où la présence de Namjoon Paik dans ses performances artistico-musicales se fait de plus en plus insistante et de plus en plus remarquée. À partir de 1955, d'ailleurs, il inventera l'art vidéo. C'est le moment justement où apparaissent sur le marché américain les premières caméras vidéo portables, qui a été une révolution dans l'histoire du procédé et qui permettra donc à Namjoon Paik d'inaugurer de façon extrêmement brillante cette nouvelle forme d'art qui sera suivie très vite par de très grands protagonistes, au premier rang desquels il faut citer à l'époque Les Levin par exemple. Donc, quand on vient à New York en 62, on est vraiment pris par ce grand courant d'information, par ces nouveaux types de spectacles, ces nouveaux types d'art, par ce flux extrêmement dynamique de la créativité. Les performers sont aussi célèbres finalement que les artistes, et les danseurs modernes, disons, eux aussi. Et donc il y a là véritablement une sorte presque de synthèse active des arts, ce qui est évidemment extrêmement fascinant et qui est la preuve de la vitalité et du grand dynamisme de la vie culturelle métropolitaine américaine. Alors j'ai senti très vite que ce capital culturel était en train de prendre une forme extrêmement dense, extrêmement cohérente, que toutes ces activités multiples étaient en train de converger les unes vers les autres, de façon à créer un véritable style de vie total, vertical, c'est-à-dire qu'il intéressait aussi bien le genre de vie que les différents secteurs d'application ou d'expressivité, de la poésie au happening, de la peinture, de la sculpture, à l'assemblage, à l'installation et à toutes les formes d'art plus ou moins multimédiales et transversales. Et donc, j'ai compris que la partie plus évidemment ou nettement artistique, celle des peintres qui allaient former le noyau dur du pop art, était une partie d'un tout, et que ce tout était véritablement l'expression de la vitalité intrinsèque de la société américaine de l'époque, de cette société urbaine et métropolitaine. Et en fait, c'est ce genre de vie enraciné dans un quartier de New York, dans le bas de la ville, si l'on peut dire, du Village, au Lower East Side, que véritablement s'élabore tout ce grand ensemble culturel. Et en fait, les choses vont aller très vite. En 1965,
le pop art est devenu justement, dans tous ses aspects humains et poétiques, le modèle existentiel d'un genre de vie planétaire. En 1965, toute la jeunesse du monde veut vivre, chanter, danser, parce qu'il n'y a pas que le pop art, il y a aussi le pop song, il y a aussi la pop dance, et même le popcorn, si vous voulez. Toute la jeunesse du monde, donc, de Londres à Tokyo, de Buenos Aires à Moscou, veut vivre comme les Américains, veut vivre à l'américaine. Elle veut s'habiller comme les Américains, et c'est de là que date la vogue mondiale des sneakers ou des jeans. C'est l'époque des hamburgers et des Kentucky Fried Chicken. Et tout ça, vous le ressentez? On peut même dire que c'est le moment véritable, cette année 65, où l'Amérique a gagné la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas en larguant la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki en 1945 que les États-Unis ont gagné la guerre. C'est 20 ans plus tard, lorsque ce style de vie pop new-yorkais, urbain, métropolitain, est devenu un modèle existentiel pour toute la jeunesse du monde. Devant ce phénomène d'expansion socioculturelle, il n'y avait rigoureusement rien à faire. Et je peux dire que dans ce premier temps, le nouveau réalisme est apparu. C'est un amalgame facile, comme la version européenne de ce grand influx dynamique pop. Par la suite, toutes ces choses-là sont retombées. L'Amérique a continué sans doute à être l'illusion d'un bonheur et d'une richesse matérielle pour beaucoup de gens dans le monde, mais la recette pop a été redimensionnée. Il est certain qu'à l'époque, en 1965, les choses sont comme ça, et il faut dire que dans cette immense vitalité du phénomène, il y a des choses extrêmement positives qui se sont créées. Ce sont tous ces éléments de transversalité, tous ces éléments multimédia qui ont créé véritablement des formes d'art nouvelles sur lesquelles 2 générations d'artistes ont vécu et ont travaillé, et qui aujourd'hui encore dominent certainement toute la gamme de l'expressivité planétaire. Ce sont ces formes d'art, de l'installation à la performance, en passant par la vidéo et tous les systèmes d'expression électronique, sans oublier les langages principaux et fondamentaux du nouveau réalisme, comme l'accumulation, l'expansion, le piégeage des objets, l'animation de la ferraille ou le décollage. Ce sont finalement tous ces éléments, et c'est là que le nouveau réalisme reprend, si l'on peut dire, sa spécificité dans sa projection sur les médias futurs. Ce sont donc ces langages-là qui, manifestement, dominent le destin expressif de la nouvelle génération. Pour vous, donc, il n'y a pas de retour. On a beaucoup parlé de retour à la peinture, de retour à la sculpture, de retour à tout ce qu'on veut.
Pour vous, il y a une espèce d'intégration des formes nouvelles qui ont été mises sur la scène et mises en pratique à ce moment-là, à peu près entre 55 et 65, 68. Et c'est plutôt une continuité qu'un retour quelconque à un classicisme, ou est-ce qu'il y a les deux à la fois? En vérité, avec Duchamp en 1913, il s'est créé, ou plutôt s'est révélé à nous et à nos yeux un phénomène capital, c'est-à-dire une autre phase de l'art. Et cette autre phase de l'art qui commence avec les rudiments de Duchamp et qui continue avec la théorie of John Cage, avec la combine painting de Rauschenberg, avec tous les langages fondamentaux des actions spectacles du nouveau réalisme, avec les environnements, les happenings, l'art vidéo et ensuite le body art. C'est cette autre phase de l'art qui rapproche de plus en plus inexorablement l'art à la vie, qui devient le grand problème, le grand challenge de l'expressivité poétique aujourd'hui. Notre siècle aura connu pour la première fois dans l'histoire de l'art, notre siècle aura donc connu deux histoires parallèles. L'histoire classique de l'art, c'est-à-dire la succession dialectique des styles, in et out, anciens et modernes, et d'autre part, à partir de 1913, ce problème de l'intégration de l'art à la vie et du rapport entre l'art et la production industrielle qui crée donc tout un filon d'expressivité totalement autonome. La société évolue dans ses contradictions. Après mai 68, nous sommes passés de la société industrielle à la société post-industrielle, de la condition moderne à la condition post-moderne, et l'autonomie parallèle de cette autre phase de l'art n'a fait que s'affirmer. Et aujourd'hui, nous sommes dans un moment de grande confusion. Je pense personnellement que mai 68 a été le grand symptôme annonciateur de changement de société et de l'arrivée du troisième millénaire. Pour ma part, je ne partage en rien l'angoisse millénariste des modernistes attardés. L'an 2000 sera une année comme les autres. Le 1er janvier de l'an 2000 sera un jour comme les autres, parce que dans l'an 2000, nous y sommes, et nous y sommes depuis mai 68, avec toutes les contradictions que cela implique. Et il est bien certain que, comme nous avons changé de société et de philosophie du système de production, il est bien certain que tout est à réinventer. Nous devons réinventer une nouvelle hiérarchie de valeurs, une nouvelle forme de sensibilité et de nouvelles références. Et c'est parce que cette autre phase de l'art privilégie de façon fondamentale et essentielle le principe existentiel qu'il est appelé certainement à répondre à beaucoup de demandes profondes, peut-être encore peu claires et plus subconscientes que conscientes, mais sur lesquelles s'articule la demande de la société et son destin. Ce principe existentiel est capital dans le devenir de notre culture. Bien sûr, le rythme traditionnel de la succession des styles continue et continue à se manifester, en particulier en effet par des tentatives et des recherches
qui se développent un peu tous azimuts, en particulier un renouveau de la peinture, un renouveau de la sculpture, mais ce sont des épiphénomènes qui traduisent tout simplement une chose qui est bonne, c'est-à-dire la permanence de certaines traditions d'expression et de langage poétique que notre société nouvelle aurait tort de perdre et d'ignorer. Il y a tout un capital de la mémoire collective, en particulier dans ses pratiques esthétiques et dans ces procédés, disons, de fabrication qu'il faut sans doute conserver. C'est partie d'un patrimoine de l'humanité et je comprends très bien que de jeunes artistes aujourd'hui, dans cette ambiance chaotique qui est la nôtre, dans cette ambiance de transition et de remise en question, décident par un instinct profond à retrouver la permanence de certaines manifestations culturelles, de certains langages et de certains procédés poétiques. Mais la société que nous vivons et qui se transforme et qui subit tous les contre-coups de cette transformation a des besoins spécifiques. Et ce sont ces besoins spécifiques qui forment et qui formeront le profil et la substance de l'art contemporain. Alors on comprend bien que vous liez très fondamentalement et même dans une perspective, je pense, historique, comme vous l'avez parfaitement développé ça, historique ancienne, l'art, la création artistique avec la vie de la société. On y reviendra sans doute un peu plus tard parce qu'il y a toute une phase de votre travail des années 80-90 qui porte là-dessus. J'aimerais d'abord qu'on règle un petit point avec cette fameuse angoisse que vous avez, angoisse des modernistes attardés, comme vous avez dit, ou angoisse qui se traduit dans le public vis-à-vis de certaines formes d'art justement qui sont des conséquences, des suites de ce qui s'est passé en 1970 qui apparemment, manifestement déroute considérablement une certaine partie du public importante, mais qui a toujours été déroutée par l'art, donc c'est pas forcément la plus intéressante dont il faut s'occuper, mais surtout également une certaine partie de l'intelligentsia. Et donc je vous avais demandé de jeter un œil sur un article de Jean Baudrillard paru en mai 96, donc l'an dernier dans Libération, qui était intitulé Le complot de l'art. Donc dans ce texte, Baudrillard est très critique pour la création artistique contemporaine, surtout, bien qu'ils ne le disent pas vraiment, mais apparemment les 20 dernières années, ainsi que pour le monde de l'art contemporain plus généralement, c'est-à-dire en gros le marché et le discours sur l'art. Il y dénonce ce qu'il juge être une duplicité, là je cite, de l'art contemporain, à savoir la revendication du non-sens et de la nullité pour en quelque sorte cacher une nullité intrinsèque et tout à fait banale. Il dénonce aussi une sorte de passivité de la création qui se contenterait d'un jeu de compromis avec l'état des choses, donc qui ferait perdre à l'art tout pouvoir et toute volonté de subversion, en quelque sorte. Et il accuse le monde de l'art, créateur, critique et marchand mêlés, de délit d'initié par la spéculation sur un univers donc, qui aurait aboli tout jugement critique pour s'assurer en quelque sorte la mainmise discursive et commerciale sur lui-même. Alors, quelle est votre réaction à ce type de propos? Baudrillard est intelligent. Baudrillard a su remarquablement analyser le système des objets et donc cette matière première d'une nouvelle expressivité dans le rapport art et industrie. Baudrillard pêche par excès de pessimisme. Il semble se complaire dans les citations en issue que son instinct analytique extrêmement développé cerne et souligne allègrement.
Je pense qu'il faut être optimiste. Il faut être optimiste parce que être optimiste, c'est avant tout croire en l'homme quand manifestement le destin d'une civilisation est en jeu et qu'il est alors essentiel de croire en l'homme. Il est important que l'homme soit au cœur de tous les changements qui vont affecter de façon radicale le destin de notre planète. Il faut que l'homme reste au cœur de toutes les développements de la communication électronique, au cœur de toutes les réalités virtuelles. Il faut que l'homme reste au cœur aussi de toutes les mutations génétiques. Donc, pour assumer cette présence de l'homme, à un moment où des processus formatiques, cybernétiques, des processus de symbiose entre la machine et les impulsions, ou la mémoire des impulsions humaines, devient la matière première de toute une série de recherches dont les conséquences sont imprévisibles et qui peuvent aller très loin, aussi bien dans l'infiniment grand que dans l'infiniment petit, dans l'univers mental que dans l'univers biologique. Il est donc certain que l'optimisme est une vertu nécessaire, et non pas du tout une sorte d'espoir supplémentaire. Si nous perdons cet optimisme, nous risquons véritablement alors d'être le jouet des démons que nous soulignons en tentant de les exorciser. Je pense, en tous les cas, que notre société demandera sans doute toujours à l'homme de lui fournir, ne serait-ce que pour le rassurer, des langages basés sur la beauté, sur une œuvre définie comme belle selon les critères canoniques et routiniers de l'esthétique traditionnelle. Mais la société, dans son évolution profonde, demandera à l'art autre chose, et avant tout autre chose, c'est de correspondre aux besoins de culture de base d'une population qui devra affronter de façon croissante et de façon inexorable le problème du loisir forcé. Notre grande interrogation aujourd'hui, c'est avant tout celle du chômage, dont la croissance est insistante et constitue la menace fondamentale sur l'espoir de vie des générations futures. La société demandera donc de façon de plus en plus pressante à l'artiste d'être l'ingénieur de nos loisirs, de ces loisirs forcés par l'augmentation du chômage, par justement la venue de plus en plus insistante de générations qui devront animer ces loisirs, leur donner une raison d'être, donner à leur vie
oisive, par nécessité, une raison d'être, d'espérer et de vivre mieux. Et quand on étudie la structure de ces formes d'art transversales et multimédiales, on s'aperçoit qu'elles répondent dans leur morphologie, dans leurs articulations interactives, aux besoins profonds d'une société qui aura à se poser de façon de plus en plus insistante le problème du temps libre. Tout se passe comme si cette génération des années 50 avait construit sur l'autre face de l'art les éléments de langage, de communication et d'animation nécessaires à répondre 50 ans plus tard, aujourd'hui, à ce genre de problème qui se pose pour la première fois de façon extrêmement imminente et urgente. C'est pour ça que cette dimension existentielle qui est la caractéristique de tous ces propositions de langage qui apparaissent sur l'autre face de l'art me semble être l'élément le plus positif dans cette perspective évolutive.